sommaire de ce numéro, les activités estivales du service de la jeunesse et des aînés, la tournée d'été de la Chouk et tout de suite rejoignons la DDE à Gundershofen. La DDE, division départementale de l'équipement, travaille sur une opération de sécurité sur la RN 62 à l'entrée de Gundershofen. Cette route nationale voit passer près de 17 000 véhicules par jour, dont près de 50% rentrent dans Gundershofen. Prochainement, dans un souci de sécurité et d'équité, un giratoire remplacera le carrefour d'entrée de la commune. C'est absolument une des priorités et aujourd'hui beaucoup plus qu'il y a quelques années. Depuis 3 ans, il y a un effort beaucoup plus important qui a été donné dans ce domaine-là. Alors pas uniquement dans des opérations comme des ronds-points, il y a aussi beaucoup de choses qui se voient peu. C'est des mises en conformité et renouvellement de certaines signalisations, une simplification aussi de la signalisation pour rendre plus lisible. Par exemple, on ne met plus de limitation à 70 et à 50 avant un rond-point. Le fait d'annoncer le rond-point, sinon il faudrait mettre une limitation à 25 et puis à 12,50 et ainsi de suite. Donc on épure, on épure beaucoup plus, on enlève des glissières en certains endroits, on préfère signaler, faire lire et simplifier la lecture pour l'usager. Donc il y a une simplification pour améliorer la perception pour l'usager. Décidé il y a 1 an et demi, ces travaux visent à sécuriser une zone accidentogène. Il s'agit d'une opération de sécurité, c'était quand même un point assez dangereux parmi l'ensemble des endroits recensés, puisqu'on a recensé par exemple de 1996 à 2003 7 accidents corporels, 7 accidents dont 3 heureusement légers, et assez récemment un accident de cycliste, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez la configuration des lieux, mais il y avait donc 3 voies avec un système de sens de circulation assez compliqué. Et pour un cycliste qui venait de Gundershofen et qui voulait se rendre sur Merswiller, il fallait donc qu'il traverse le plus rapidement possible 3 voies pour arriver de l'autre côté. Alors, autre inconvénient aussi, ce carrefour qui avait une forme assez classique si je puis dire, présente un inconvénient, c'est le problème du refus de priorité. Et un refus de priorité ou quelqu'un qui peut-être avoir des rhumatismes et avoir du mal à démarrer calé, ou un chauffeur inexpérimenté. Le choc dans ce cas-là il est latéral, c'est un choc brutal à grande vitesse, alors que lorsqu'on est dans le cas d'un rond-point, le pire qui puisse arriver, c'est de la tôle froissée et un constat. Et comme on a pu le constater sur les autres carrefours giratoires, la rareté, l'extrême rareté des accidents remarquables, notamment dans leur gravité. Quelques chiffres. Le coût de ces travaux s'élève à 500 000 €, entièrement financés par l'État. 420 000 € sont dédiés au chantier et les 80 000 € restants couvrent la signalisation de direction, de police et le marquage au sol. Ce chantier pourra laisser passer les véhicules se rendant sur Merswiller dès la fin août. On a surtout le bénéfice d'un processus d'étude qui a été extrêmement précis et qui nous permet donc d'avoir un chantier assez exemplaire en termes de confort technique. Autre élément aussi, c'est que ça nous a permis de travailler notamment avec la mairie de Gundershofen et plus précisément l'entreprise Alstom qui sort des convois exceptionnels. Il se trouve qu'ils sont en congé pendant cette période et on en a profité pour organiser la majeure partie de ce chantier, ce qui nous permet de barrer la route et d'avoir donc une situation de confort technique, notamment pour les règles de travail, les règles de sécurité au travail. Les travaux se termineront fin octobre. Comme chaque année, les communes du pays de Niederbronn-les-Bains organisent des activités pour les jeunes. À Reichshofen, l'opération s'appelle Macadam. Elle s'étend depuis le 4 juillet jusqu'au 27 août prochain. Macadam est organisé par le SJA, Service de la jeunesse et des aînés. Macadam, c'est un projet qui se déroule durant tout l'été. Donc qui commence début juillet et qui se termine fin août avec le festival Le Notre Monde, qui se déroulera le 27 août. Et donc c'est un projet, c'est une animation avec de tout âge, en fait, qui commence de 6 à 17 ans. Et donc on va dans les différents quartiers de Reichshofen, ou comme ici, une activité pêche qui est organisée pour les jeunes. Le programme est varié. On y retrouve des concerts, du cinéma de plein air, des spectacles et contes. Les animations se déroulent dans les quartiers ouest ou centre de Reichshofen.
Et en soirée, on fait parfois des petits spectacles ou des Des soirées à thème. La plupart d'entre elles sont gratuites. Il faut cependant prévoir un petit budget allant de quelques euros pour la piscine à 35 euros pour une sortie karting. Pour plus de renseignements, vous pouvez aller retirer un programme à la mairie ou au SJA. 19e tournée d'été de la Chouk. Roger Siffert a amené toute la troupe de la choucrouterie à Niederbronn pour une représentation dans le parc du Casino. Faux départ, le spectacle a dû être décalé d'une semaine pour cause de vent. Ils n'ont pas annoncé d'orage ni de la canicule non plus. Mais on verra. Même s'il pleut maintenant, on ne peut plus démonter. On restera dans le parc quoi qu'il arrive maintenant. La tête dans les nuages est un spectacle de chansons et de sketchs. Laetitia Pléger, Miss France. Et mon grand-père, Sheikh Nartzebel, était vigneron. Et c'est lui qui livrait le raisin au cousin de l'oncle du beau-frère du voisin de Laetitia Pléger. Qui s'appelait d'ailleurs Player Ignace. Parce qu'à l'époque, il s'appelait encore Player, maintenant il s'appelle Pléger. Donc je suis presque de la famille. Donc je suis moi-même presque un petit peu Miss France. Et vous avez vu, il y a un mois, elle a posé presque nue dans Playboy, sous la douche. Playboy m'a téléphoné. Ils m'ont dit, vous êtes de la famille, est-ce que vous acceptez de poser nu sous la douche? Je risquais rien, le haut cachait le bas. Alors j'ai dit, ouais, j'accepte. Mais finalement, on n'a pas pu faire les photos, j'arrivais pas à rentrer dans la douche. Il réunit tous les anciens de la Chouk. Roger Siffert, Malou, Jean-Marie Coltès, Roland Kiefer et Cookie Dingler. Si, souvenez-vous. Cette année, le spectacle mis sur la nouveauté. Une troupe de hip-hop, East Team, est au programme. Des chansons chantées en alsacien? Pas seulement. On y retrouve du français, de l'anglais, mais aussi de l'espagnol. La représentation se termine par une quête à l'ancienne sur la chanson des deux rives. Au sommaire de ce nouveau numéro de Mac 3V, 2 sujets. En rediffusion, le concert du 30e anniversaire de l'ensemble Alta Musica. Et tout de suite, un sujet sur la restriction d'eau. « 2005 année de sécheresse ?» C'est la 3e année consécutive que de nombreux départements français se trouvent en pénurie d'eau. L'Alsace est moins touchée que d'autres régions. Il n'y a pas encore d'incidence sur sa nappe phréatique, seuls les cours d'eau sont concernés. Cependant, certains bassins versants barinois sont en seuil d'alerte depuis plusieurs semaines, comme celui de la Sauer, bassin versant proche de celui de la Moder, dont nous dépendons. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains se trouve en seuil de préalerte. Sur les 12 bassins versants que compte le département du Bas-Rhin, 7 sont en alerte et 5 en préalerte depuis plusieurs semaines. Pour le bassin de la Moder, le débit moyen est à 5,7 m3 secondes. Le seuil de préalerte est à un débit de 2,75 m3 secondes. Le seuil d'alerte à 2,30 m3 secondes.
Le seuil de crise est lui à 0,57 m3/s. Jusqu'à aujourd'hui, on a observé le débit minimum dans la semaine du 11 au 22 juillet avec un débit de 2,35 m3/s. La préfecture a donc pris un arrêté le 22 juillet dernier. Il définit les mesures de restriction de l'usage de l'eau dans certaines communes en fonction du débit d'étiage des bassins versants. Toutes les semaines, un comité de sécheresse se réunit afin d'étudier la situation. Les communes ont été sensibilisées au problème. J'ai eu ce courrier de l'arrêté préfectoral qui date effectivement du 22 juillet. Donc on est en préalerte, ce qui n'est pas trop alarmant encore. Je veux dire qu'il nous met déjà un petit peu en conscience. C'est-à-dire pour l'instant on n'a pas pris de mesures à la préalerte. C'est-à-dire nous on a déjà un petit peu travaillé en avance et ce qu'on peut mettre en place si jamais l'alerte nous arrive, qu'on soit déjà prêt. Pour l'instant on n'a pas sensibilisé non plus pour éviter vraiment le fait de semer un petit peu la pagaille. Mais par contre, il y a beaucoup de gens dans notre commune qui sont déjà conscients qu'on a vraiment un souci d'eau, qui ont déjà trouvé d'autres mesures, c'est-à-dire qui récupèrent l'eau, qui eux-mêmes récupèrent l'eau et qui travaillent avec ça durant l'été. Mais autrement, au niveau de la commune, on n'a pas encore pris de disposition. Mais par contre, on peut les prévenir à travers le journal, on peut les prévenir à travers le canal local. Donc on a nos moyens en place, aussi bien le bulletin qui sort une fois dans le mois par le maire, donc le maire qui écrit aux habitants de Mercillaire. Les usagers doivent eux aussi veiller à économiser leur consommation. Je sais simplement que nous sommes dans une situation de préalerte, étant donné les conditions climatiques qui sont les nôtres actuellement. Mais je reste de toute façon vigilant sur les consommations d'eau au quotidien, chez moi, à la maison. Nous surveillons de manière naturelle nos consommations d'eau domestique chez nous, à la maison. La première chose importante, c'est le comportement vis-à-vis de la consommation d'eau. Ne pas laisser couler inutilement les robinets, évidemment. La deuxième chose, c'est que nous avons mis en place, ce qui est facile à faire, au niveau, par exemple, des toilettes, mettre en place des chasses d'eau à débit limité ou à débit variable. Et ce qu'on a fait également au niveau de la douche, on a mis en place un réducteur de débit qui permet de réduire le débit de la douche jusqu'à 40%. Le seul moyen de réagir, c'est de modifier son comportement et d'avoir un comportement un peu plus responsable vis-à-vis de la consommation d'eau. Même si les particuliers ont été sensibilisés au problème de pénurie de l'eau, les mesures de préalerte ne concernent que les agriculteurs. Nous sommes environ une vingtaine d'exploitants qui sont présents au niveau de l'association et qui regroupent une surface irrigable d'environ 300 hectares. Il y a une commission qui a été mise en place par le préfet, qui est présidée par le préfet lui-même et qui se réunit selon la gravité de la situation au niveau de la sécheresse de l'été. Donc cette commission a des points qui sont définis à l'avance, comme les tours d'eau, comme la prévention sur les tours d'eau et les personnes qui en sont responsables. On était en situation de préalerte, donc on savait qu'il fallait s'attendre à des situations assez graves dans les mois qui suivent. Mais nous avons eu de la chance, nous avons eu de la pluie au courant du mois de juillet et au courant du mois d'août. Des pluies qui nous ont fait du bien parce qu'on a pu se passer de l'irrigation pendant le mois d'août sur cette zone. On a dû faire 2 tours d'eau, mais ça s'est limité à cela. Quand on a les tours d'eau, ce sont des journées entières. C'est-à-dire nous, on ne sommes pas encore en système d'irrigation de nuit parce qu'on a des moteurs thermiques sur les pompes et donc on a plutôt des nuisances sonores puisqu'on est proche des villages. Donc on va peut-être basculer sur de nouveaux systèmes à l'avenir, c'est-à-dire des systèmes de pompage électrique donc, qui réduisent considérablement les nuisances sonores et qui permettrait d'irriguer la nuit et d'éviter des déperditions d'eau le jour, parce qu'avec des hautes températures et des vents assez importants, on a quand même une perte d'eau qui s'élève à 30% selon les journées. Voilà, en période d'irrigation,
La première chose qu'on fait, c'est le relevé tensiométrique de nos sols les plus sensibles le lundi matin et le jeudi matin. Et ces relevés sont communiqués à la Chambre d'agriculture qui reçoit également les relevés de l'ETP de Météo France pour pouvoir envoyer un bulletin à tous les irrigants qui sont abonnés à ce bulletin et leur dire à quel moment il faut déclencher l'irrigation. Voilà. Maintenant je procède au relevé tensiométrique. Donc, ce sont des sondes qui sont implantées à 60 cm et à 30 cm dans le sol. Ces relevés sont de nature numérique et qui nous disent, qui donnent un chiffre. Donc là on approche le chiffre 18 à 60 cm, ce qui veut dire que le sol est relativement humide. À partir du moment où on arrive au chiffre 50, cela veut dire qu'on commence à avoir un sol desséché. En période d'alerte ou de crise, tout le monde est concerné par les mesures de restriction d'eau. Sont interdits l'arrosage des espaces verts, le lavage des voitures et de la voirie, etc. En situation d'alerte, pour le bassin de la Moder, les communes de Dambach, Niederbronn-les-Bains, Oberbronn, Winstein et Dinswiller seraient touchées par des mesures de restriction sur l'eau potable. Malgré les précipitations conséquentes de la fin de la semaine passée, le niveau des cours d'eau placés en situation d'alerte par l'arrêté préfectoral ne s'est pas amélioré. Les précipitations restent insuffisantes, irrégulières et inégalement réparties. Elles ne compensent pas le déficit en eau. Aussi, les dispositions de limitation de l'usage de l'eau dans les bassins versants en alerte sont maintenues. Le dernier relevé date du 10 août avec un débit de 2,45 m³/s. L'arrêté préfectoral du 22 juillet se poursuivra jusqu'au 30 septembre prochain. L'ensemble Alta Musica fête aujourd'hui son 30e anniversaire. C'est un ensemble qui est originaire de la région, qui est un ensemble de cuivres anciens spécialisés dans la musique ancienne pour les trompettes, les cors, les timbales. Donc toutes les musiques de cérémonie, musique royale, fanfare royale. Cet ensemble a été fondé par passion pour la musique ancienne, pour ces magnifiques instruments qui sont des copies d'instruments anciens qui reposent dans les musées, et surtout pour les sonorités qu'ont pu entendre nos ancêtres, qui n'ont pas été enregistrées, mais que nous essayons de recréer le plus fidèlement possible. Les membres d'Alta Musica sont des musiciens professionnels ou semi-professionnels qui, à côté de leur métier, très souvent se passionnent pour les instruments anciens, aimeraient connaître les prédécesseurs de leurs instruments actuels et jouer la musique avec d'autres sonorités, les sonorités qu'ont connues nos ancêtres. Nos instruments préférés sont les trompettes naturelles que vous voyez là. Ce sont des instruments sans piston ni clé, qui sont donc uniquement, dont le son est produit uniquement par le souffle et les lèvres de l'instrumentiste. C'est évidemment très très difficile à jouer. Le son n'est pas du tout le même que le son des trompettes modernes. Et il faut dire que le deuxième instrument que nous utilisons, ce sont les timbales anciennes frappées avec des baguettes en bois, des timbales avec des fûts de cuivre, avec un son percutant. Et le troisième instrument que nous utilisons depuis quelques années, c'est la trompe de chasse dauphine, qui est une grande trompe de chasse à 2 enroulements seulement, qui est l'instrument de l'époque de Louis XV, et avec lequel nous jouons la musique de chasse ancienne, non pas en ton de vénerie comme on le fait actuellement, mais de manière classique, avec tous les ornements et le style qui s'y rapporte. Alors vous avez là notre plus belle trompette. Je l'appelle ma trompette impériale. C'est une trompette allemande du XVIIIe siècle, le type d'instrument que Jean-Sébastien Bach connaissait et que ces trompettistes utilisaient couramment. C'est un instrument de parade avec des ornements argentés, comme vous pouvez le voir, et surtout avec un pavillon avec des coquilles et des têtes d'ange, 4 têtes d'ange, et des gravures qui sont faites à la main.
Là, vous avez une trompette, je l'appelle la trompette royale, une trompette anglaise en argent, avec donc un pommeau très très gros en 3 parties, qui est caractéristique des trompettes anglaises. Et ces trompettes étaient aussi avec des motifs décoratifs très riches, mais qui étaient plutôt repoussés. Vous voyez là quelque chose d'un peu spécial, un instrument tout à fait particulier. C'est une trompette Renaissance, dont l'original a été découvert au fond de la mer, en Hollande. Il y a dormi avec le navire qui a coulé vers 1600. Et il a été retrouvé en 3 morceaux, comme le montre d'ailleurs la photo. Et on a demandé à notre facteur avec lequel nous travaillons d'habitude, de reconstituer cet instrument, de faire quelque chose qui soit éventuellement jouable et qui puisse retrouver la sonorité de l'original. L'original est de 1589, donc cela fait plus de 410 ans. Là, vous avez ce qui reste à l'époque actuelle de la trompette naturelle, donc qui a disparu après l'invention des pistons. Vous avez une trompette de cavalerie française, une trompette de cavalerie américaine et une trompette de fanfare allemande, telles qu'elles sont encore utilisées actuellement à l'armée ou pour différentes occasions festives. Par contre, derrière, vous avez une trompe de chasse dauphine, donc l'instrument typique du XVIIIe et XIXe siècle, la trompe de Louis XV, celle qui servait aux chasses royales, une grande trompe à 2 tours, magnifique, et qui sont encore couramment produites aujourd'hui sur commande. Pour les partitions, il y a évidemment beaucoup de partitions éditées, de plus en plus, puisque les cuivres modernes et anciens d'ailleurs connaissent depuis une 50aine d'années un renouveau tout à fait extraordinaire. Il y a donc beaucoup de musique ancienne qui est publiée de plus en plus. Nous en publions nous-mêmes d'ailleurs dans une série qui s'appelle Alta Musica. Mais il y a encore beaucoup de choses qui dorment dans les bibliothèques, qui dorment dans les bibliothèques des princières, dans les bibliothèques des abbayes, dans les bibliothèques municipales de villes de France, d'Allemagne et de tous les pays d'Europe. Et c'est ces œuvres-là qui constituent notre répertoire. Nous sommes d'ailleurs obligés très souvent de les commander par microfilm, de les développer, de les recopier et de les arranger et de les rendre jouables 200 ou 300 ans après. Alors le concert d'aujourd'hui, c'est pour nous un jour de fête puisque c'est le 30e anniversaire de l'ensemble qui a été fondé en 1973 dans la région de Strasbourg. Et nous avons essayé de faire quelque chose d'exceptionnel dans la mesure où, au lieu de jouer comme d'habitude à 3 ou 4 trompettes, timbales, orgues, trompes de chasse, nous essayons aujourd'hui d'avoir un ensemble et je pense que nous y avons réussi. Nous avons réussi à réunir un ensemble de 6 trompettes naturelles, en même temps 2 corps, une paire de timbales et les 2 orgues de l'église Saint-Michel de Reichshoffen qui vont en partie dialoguer et concerter ensemble.